l'Union européenne envisage de former les soldats ukrainiens pour faire face à l'assaut de Moscou. Plus de détails dans ce journal. Qui a tué Daria Dugina? Plusieurs pistes sont étudiées. Le FSB accuse les services de renseignement ukrainiens. Nouveau mouvement social au Royaume-Uni. Les employés du plus grand port de fret du pays à Felixstowe sont en grève pour exiger des hausses de salaire face à l'inflation record. C'est une nouvelle façon de soutenir Kiev. Outre l'envoi d'armes, l'Union européenne envisage de former les soldats ukrainiens lors d'entraînements qui se dérouleraient dans des pays voisins de l'Ukraine. Le chef de la diplomatie européenne a indiqué que la mission devait être à la hauteur de cette guerre, sans pour autant fournir plus de détails sur le nombre de formateurs. Je pense qu'une guerre qui dure nécessite un effort non seulement en termes de matériel, mais aussi de formation et d'aide à l'organisation de l'armée. C'est actuellement en discussion entre les États membres. Cela sera mis sur la table la semaine prochaine à Prague, lors du Conseil des ministres de la Défense. J'espère que cela sera approuvé. Moscou pense également sur le long terme. Lors de son discours de célébration du jour du drapeau russe, Vladimir Poutine a notamment évoqué l'éducation des jeunes générations. Le drapeau national, comme l'inaltérable bannière rouge de la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale, sert à éduquer la jeune génération aux valeurs du patriotisme, de la citoyenneté et de la responsabilité pour l'avenir de la patrie. Le chef du Kremlin a déclaré qu'à la rentrée, chaque semaine débutera par une cérémonie solennelle de levée du drapeau et de chant de l'hymne dans toutes les écoles du pays. De l'autre côté de la frontière, le conflit se poursuit. Ce lundi, Kiev a reconnu que près de 9000 soldats ont été tués depuis le mois de février. Et malgré les appels de la communauté internationale pour éviter une catastrophe nucléaire, des bombes sont à nouveau tombées non loin de la centrale de Zaporijjia. Qui a tué Daria Dugina? C'est la question à laquelle les enquêteurs tentent de répondre et plusieurs thèses sont étudiées. Côté russe, la principale agence de contre-espionnage accuse les services de renseignement ukrainiens d'avoir organisé l'attentat à la voiture piégée. La journaliste et politologue de 29 ans était la fille d'Alexandre Dugin, un idéologue ultranationaliste russe. Daria avait des opinions similaires à son père et soutenait l'invasion russe en Ukraine. Mais de son côté, Kiev a démenti toute implication. Une autre piste soupçonne une attaque venue de l'intérieur du pays menée par des opposants russes à la guerre. Selon les proches de la famille, c'est bien le père de Daria qui était visé par l'explosion. Ce dernier, qui influence une partie de l'extrême droite française, est visé depuis 2014 par des sanctions européennes. Sa fille, accusée de diffuser en ligne des désinformations sur l'Ukraine, était aussi visée par des sanctions britanniques. Chaque étape de la journée peut être dangereuse, alors tout lieu peut devenir un refuge. La ville de Kharkiv en Ukraine a inauguré le premier d'une série de 25 arrêts de bus fortifiés. La structure en béton pourra accueillir jusqu'à 50 personnes. Elle contient des sièges et une télévision reliée à une caméra de surveillance qui montre ce qu'il se passe à l'extérieur. Nous avons fait l'expérience des bombardements, c'est terrifiant. Alors maintenant, on pourra rapidement se réfugier ici. J'ai appris que nous étions les premiers à en avoir. On a au moins de la chance sur ça. Vous savez, quand il y a une explosion, il faut bien s'abriter quelque part. C'est dans notre instinct de chercher à nous cacher. On ne reste pas fiché sur place. Au moins maintenant, on a un endroit pour le faire. On verra comment ça marche, mais je suis plutôt satisfaite. Les infrastructures de transport sont régulièrement prises pour cible. Rien que le mois dernier, une attaque sur un arrêt de bus de Kharkiv avait tué 3 personnes, dont un adolescent de 13 ans. J'ai besoin de munitions, pas d'un taxi. Ce sont les mots du président ukrainien Volodymyr Zelensky lorsque les États-Unis lui ont proposé de le mettre en sécurité quelques jours après le début de l'invasion russe. Mais sans suffisamment de soldats et d'armes, le président avait besoin d'alliés pour repousser les troupes de Moscou. Il a donc mis en place une stratégie de communication afin de faire entendre la voix de l'Ukraine et arriver à ses fins. C'est la première fois que l'on envoie des armes dans un conflit comme celui-ci. La stratégie de communication de Zelensky est efficace. La guerre ne se joue donc pas que sur le terrain, mais aussi virtuellement. Réseaux sociaux, visioconférences, l'ancien acteur sait mettre à profit des années de comédie pour que le conflit soit omniprésent dans les médias. Il utilise ce qu'appellent certains experts la politique de l'émotion,
Un discours qui fait appel au sentiment plutôt qu'au raisonnement. Résultat, la population partage en masse et le message est relayé dans le monde entier. Sans parler de toutes les centaines et centaines de vidéos dans lesquelles les citoyens ukrainiens nous montrent les massacres de la guerre. C'est la première fois que les réseaux sociaux sont utilisés en temps de guerre pour susciter l'empathie partout dans le monde. Grâce à cette stratégie médiatique, Volodymyr Zelensky a non seulement acquis le soutien de l'Occident, mais il est parvenu à se positionner comme l'un des leaders les plus charismatiques du moment. L'ex-star de la NBA, Dennis Rodman, a annoncé qu'il allait se rendre en Russie pour aider la basketteuse Brittney Griner. L'américaine a été condamnée à 9 ans de prison pour avoir emmené dans le pays une cigarette électronique remplie d'un liquide à base de cannabis. Le sportif, connu pour son excentricité, s'est déjà mêlé de géopolitique. Il avait qualifié Vladimir Poutine de vraiment cool lors d'une visite en 2014. Gérald Darmanin poursuit son offensive sur l'immigration. En déplacement à Mayotte, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a appelé à lutter contre l'attractivité sociale et administrative de l'archipel afin de freiner l'immigration clandestine en provenance des Comores. Il souhaite durcir le droit du sol, bien qu'un premier projet de loi sur la question ait été avorté au début de l'année. Jusqu'en 2020, ce petit carnet rouge valait 2 millions d'euros. Ce dispositif, qui permettait d'obtenir la nationalité chypriote en échange d'investissements dans le pays, a été supprimé en raison de soupçons d'abus. Ce lundi, la Cour des comptes de Chypre a publié un rapport accablant. Des milliers de passeports auraient été cédés en dehors du cadre légal. Le ministre de l'Intérieur était mis au courant des problèmes. Parfois, il recevait des observations du ministère de l'économie et décidait de lui-même, d'après nous illégalement, que cette information ne remettait pas en cause la naturalisation. Donc, le ministre de l'Intérieur envoyait une note au Conseil des ministres, toujours la même, qui appelait le Conseil à approuver la naturalisation. Le dispositif a servi à la prospérité de Chypre en rapportant près de 7 milliards en 13 ans. Mais le rapport de la Cour des comptes estime que les nombreux abus ont fait perdre des millions au trésor public. Parmi les 7000 naturalisations qui ont été accordées, plus de la moitié ont été cédées à des proches des investisseurs, ce qui est complètement illégal. Sous pression également de la part de la Commission européenne, Chypre a révoqué la citoyenneté de 39 investisseurs depuis un an. Le plus grand port de fret du Royaume-Uni en grève. Une action prévue pour durer 8 jours a débuté ce dimanche à Felixstowe, dans l'est de l'Angleterre. Des grutiers, des opérateurs de machines et des dockers ont cessé le travail pour réclamer des hausses de salaire face à une inflation galopante. Portée par le syndicat Unit, c'est la première grève du genre depuis plus de 30 ans. Cela n'a rien à voir avec une stratégie nationale, c'est un mouvement au niveau local. Mais cela reflète ce qui se passe ailleurs, car je pense que les gens dans tout le pays ressentent la même chose. C'est pourquoi cela semble être coordonné. Partout, les gens arrivent à la même conclusion. Assez. C'est assez, nous n'allons plus accepter cela. En juillet, l'inflation a atteint plus de 10% sur un an. Les responsables du port de Felixstowe regrettent l'absence de dialogue avec les grévistes. Ils affirment avoir offert une hausse équitable de 8% en moyenne à leurs salariés. Nous sommes d'accord, ils méritent un salaire équitable et je pense que c'est ce que nous leur donnons. Ce mouvement fait suite à plusieurs jours de grève ayant perturbé les transports au Royaume-Uni et notamment le rail. Le port affirme travailler avec ses clients pour limiter les perturbations. Borna Koric peut exulter. En moins de 2 heures, le Croate, ex-numéro 12 mondial, fait chuter en finale du tournoi de Cincinnati Stefanos Tsitsipas, 7e à l'ATP sur le score de 7-6, 6-2. Opéré en mai 2021 de l'épaule droite, absent des cours pendant près d'un an, classé 152e au début du tournoi, Koric entre dans l'histoire en devenant le joueur le plus mal classé à remporter un Masters 1000. Au passage, il quitte les tréfonds du classement et remonte à la 29e place. Tombeur sur le quick de l'Ohio de 4 des 11 meilleurs joueurs du monde en une semaine, vainqueur d'un 3e titre en carrière après Halle et Marrakech,
Coric peut nourrir de grandes ambitions à l'US Open qui démarre dans moins d'une semaine à New York.